Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 9 de Ça sera dans l'examen. Cette semaine, on va avoir un invité qui va nous parler de l'ionosphère. On va parler aussi de la magnétosphère. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais rappeler que dans les épisodes précédents, on a parlé de pyramides et de montagnes. Et puis, j'aimerais vous montrer cette image magnifique. Alors, c'est Fujisan. Fujisan, parce qu'il faut appeler le mont Fuji de façon honorable, parce que c'est un maître de l'énergie et il a un rôle bien particulier sur la Terre. Et puis, ben, on voit de quoi il a de l'air. Ensuite, on voit les arcs électriques. C'est quand même c'est merveilleux, cette image-là. On va passer tout de suite à une autre image. Une autre image qui va nous... ben tiens, on va accueillir François. Tiens, on va accueillir François qui est avec nous, lui qui fait de l'électronique et puis il est électronicien, puis il utilise beaucoup l'ionosphère pour la transmission des ondes. Il fait de la radio amateur et puis il va tout nous expliquer ça là, après le chapitre sur la magnétosphère. Fait que, bienvenue François. Merci. Salutations à tous les auditeurs et auditrices. Fait que c'est ça. Il y a une autre image que je voulais partager rapido. C'est celle-ci. Alors, je pense qu'on va pouvoir bien la voir. C'est l'image de la pyramide, en fait, par une photo Kirlian qui démontre le flux énergétique qui sort d'une pyramide. J'en ai vu plusieurs, il y a plusieurs photos, il y en a qui sont des vraies, il y en a qui sont des fausses, mais la photographie Kirlian, elle montre le rayonnement énergétique subtil des ondes de forme. Donc, François, notre belle planète là, qui est en train de se révolter contre ces pucerons. Elle a bien des secrets à nous montrer et puis elle nous en cache encore beaucoup. Donc, je vais y aller aussi avec on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le cosmos. Donc, voilà, encore plus ici le Python, puis le Python. C'était, bon, Fujisan, c'est fait. Ça, c'est fait. Voyons. Ah. Voilà. Alors, le champ magnétique terrestre. On va regarder le champ magnétique terrestre en gros. J'espère que vous voyez bien. Earth itself is a huge magnet. This animation depicts Earth's magnetic field lines as viewed from outer space. This is Earth's magnetosphere. Its magnetic field is similar to that of a bar magnet. Alors, il explique que, vous devez voir les sous-titres aussi, le champ magnétique est similaire à celui d'une barre aimantée. Sauf qu'il on va voir ici que les vents solaires envoient notre magnétosphère et l'étirent du côté de la nuit, parce que le soleil est de ce côté-ci, et puis l'espace, le vide intersidéral est de l'autre côté. But you'll notice that the field lines far away from Earth, they bend away. This is due to the ionized solar wind from the sun that encounters Earth. As we discuss elsewhere, Earth's magnetosphere acts as a shield, protecting us from this energetic solar wind. The source of Earth's magnetism is still not completely understood.
Most investigators, however, attribute the field to convection currents within Earth's interior. What we do know is that the direction and strength of Earth's magnetic field changes over time. Let's explore this. Donc, le champ magnétique terrestre change avec le temps. Et puis, lui, il explique que c'est que probablement que le champ magnétique terrestre, il est créé par des courants de convection à l'intérieur du manteau. Donc, à l'intérieur du magma, à l'intérieur de la planète. First, if you hold a compass at either Earth's north or south magnetic pole, the needle would face vertically, straight up and down. Bon, là, il explique simplement que les boussoles indiquent les lignes de force perpendiculaires au champ magnétique. Donc, c'est pas sorcier, sauf que ça ne correspond pas avec le nord géographique, puis ça ne correspond pas non plus avec le nord géomagnétique. Là, je vais l'avancer directement pour... Attends une minute. Il est à 2 minutes 32, je crois. Bon, on va le partir ici. Now, zoom out to a planetary point of view, and you'll see the field lines appear to merge at a location that is actually different from the magnetic poles. Bon, OK. Il y a un petit détail que je vais ajouter, c'est que toute cette énergie-là de notre magnétosphère s'en va vers l'extérieur. Il y a la magnétosphère de Mercure qui, elle aussi, est très allongée du côté nocturne, du côté où Mercure n'est pas illuminé par le Soleil. Et puis, la magnétosphère de Mercure se rend jusqu'à l'orbite de Vénus. Et puis, la magnétosphère de Vénus, en fait, ils disent que Vénus n'a pas de magnétosphère, mais elle a une ionosphère. Et puis ces lignes de force, ils s'étirent aussi jusqu'à la Terre. Donc, quand il y a un alignement planétaire, c'est par la magnétosphère que le phénomène de l'astrologie apparaît. N'est-ce pas? This broad-scale view of a magnetic pole is called the geomagnetic pole. I know. Geomagnetic pole sounds an awful lot like magnetic pole, but there's a difference. The magnetic pole is located where a compass points in a direction perpendicular to the surface, straight up and down. The geomagnetic pole is like the average of all the variations found across the planet. It's what ions from outer space encounter, which is why the aurora are generally centered about the geomagnetic poles. The northern geomagnetic pole is currently somewhere over Ellesmere Island in northern Canada, which is different from the location of the magnetic pole, which of course is different from the geographic pole. Here's another fun fact. The geomagnetic poles are not currently aligned to the geographic poles, true, but over thousands of years, they migrate around the geographic poles. Average out the positions of the geomagnetic poles over thousands of years, and you'll find you've got the position of the geographic pole. Donc, ce qui est fascinant dans ça, c'est qu'il explique que le nord géographique a un rôle à jouer quand même à cause de la lumière du soleil. Et puis, le nord géomagnétique, c'est-à-dire toute la zone des aurores boréales, autant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, finit par tourner circumpolaire. En regardant ça, plus je regarde ça, le mouvement, puis ça définit vraiment un point fixe en plein centre, à la longue, ça vient de me faire penser à quelque chose, tu sais, parce que tu as l'inclinaison de la Terre qui fait ça. Oui. À toutes les 25 920 ans. Ouais, c'est ça.
Fait que. À toutes les années aussi. À toutes les années. Il y a une oscillation constante, là. Puis il y a des grosses oscillations plus marquées, justement, dans des plus grands cycles. Donc, je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça aurait-tu un lien? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Comment dire? Je viens juste de faire je viens juste d'entrevoir ça comme hypothèse. L'équilibre dans l'univers est très, très fragile. Hein. Il est très mince. Puis, même sur des extrêmement longues périodes, à moins qu'il y ait eu un cataclysme ou quelque chose, là, comme il est arrivé sur Mars, par exemple, à moins qu'il y ait un cataclysme, je pense que l'équilibre de ça, l'équilibre des saisons aussi, puis l'équilibre des changements climatiques, ça tourne en rond, là, tu sais, ça revient, c'est cyclique. Tout est cyclique dans l'univers. Fait que probablement, oui, un lien à faire entre les deux. Il y a un petit truc qui est assez particulier aussi, c'est que le jour, notre magnétosphère est comme écrasée au zénith, là où il y a le soleil. Notre magnétosphère est comme renfoncée sur nos têtes. Les lignes de force magnétique sont plus proches les unes des autres. Tandis que la nuit, au nadir, quand le soleil est au nadir, là, il y a beaucoup d'énergie qui s'en va directement vers l'espace parce que la magnétosphère est déformée. Et puis, c'est ce qui fait aussi l'explication, par exemple, de l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, puis le fond du ciel, qui fait qu'on n'a pas la même qualité d'énergie entre telle heure et telle heure, entre telle heure et telle heure. Et puis, je dois quitter, je reviens. OK, parfait. Je t'attends. Ben, je vais continuer avec la magnétosphère. Donc, pour ce qui est de la magnétosphère, c'est ça. Là, on vient de donner quelques informations. Ensuite, puis on a vu aussi que notre planète, elle a des forces électriques et magnétiques. Donc, je vais vous partager un autre truc sur... ça va amener un peu l'introduction de ce que François veut nous parler. Donc, il faut que je présente ceci. OK. On va avoir une petite explication rapide. Alors, oups. Bon. The sun bombards the Earth with quadrillions of watts of continuous energy. The sun's energy powers the Earth's global electric circuit that manifests trillions of ions throughout the atmosphere, making it a natural source of clean electricity. Ion Power Group discovered that patented nanomaterial is effective at harvesting electricity day and night from the atmospheric ions in all weather from the sun-powered global electric circuit. Donc, il explique qu'avec des nanomatériaux, puis en fait, c'est du graphène qu'ils vont utiliser pour faire ça. Ils peuvent capturer une quantité d'énergie qui est dans le lien électrique entre le Soleil et la Terre. Puis la Terre est comme une espèce de dynamo, finalement, ou d'un aimant. En plus un aimant qu'une dynamo. Mais étant donné qu'elle tourne, qu'il y a de l'alternance de soleil de jour et de nuit, ça fait qu'il y a une pulsation. Donc, on peut parler d'un courant alternatif. Donc, c'est une dynamo.
trillions of electrically charged ions electrocoupled to our patented nanomaterial that absorb high voltage electricity that is then conveyed down a conductive tether to the ground where it can be processed and used for many future purposes. OK, ça, c'est une vidéo qui est, comment dire, corporative. Je vais vous trouver autre chose qui va peut-être vous aider. Attends. Donc, eux, ils s'appellent Ion Power quelque chose. Ionpower.quelque chose. .com. Ce qui est... Ah, tiens, ici, il y a cette partie-là. Bon, graphene, graphite, je l'ai-tu mis? 0,42. Ah oui, voilà. Donc, leur installation consiste à des poteaux. C'est des poteaux. On les voit ici. Oh, non, on ne les voit plus. Him before he passed away, and then they carried on with this research here. And you can see their ion collector towers. They've got these 4 poles here. They're at about 130 feet in height. Donc, 130 pieds en hauteur, 4 poteaux. Strung between those 4 poles, they have a wire, so it forms a large square if you were looking down on it. And donc, ça forme un grand triangle, pas un grand triangle, un grand carré avec un fil électrique qui est suspendu. Et puis, on voit ici, ça, c'est leur petite zone de collection, là où ils vont capturer l'énergie atmosphérique. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je connais ce truc-là. J'ai eu de la difficulté à le retrouver comme vidéo, mais c'est très probant comme production d'énergie libre. Donc, il y a ça. Puis, en fait, eux, ils utilisent aussi des condensateurs, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des batteries, parce qu'ils vont charger les condensateurs avec de l'énergie électrostatique. Donc, c'est pas la même chose de l'énergie électrostatique. Puis ensuite, l'énergie électrostatique, ils vont la pulser avec un spark gap qu'on appelle. Un spark gap, c'est qu'ils vont faire des switches on-off, 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 on-off pour transformer cette énergie électrostatique-là qui est enfermée dans des condensateurs et puis ils vont la faire pulser à une certaine vitesse pour alimenter, par exemple, un ventilateur à 60 Hz ou n'importe quel appareil, un moteur à 60 Hz, etc. Et puis, ils ont énormément de voltage. Donc, on va regarder rapido le genre de voltage qu'ils sont capables de recevoir avec ça. Puis ensuite, on va passer à l'ionosphère en tant que telle. Donc, c'est celui-là. Alors... Explanation is adapted from Nobel Prize-winning physicist Richard Feynman's Donc, Richard Feynman, qui a écrit Lectures on Physics, je pense, qui est important de lire. Lecture on Physics, a section called Electricity in the Atmosphere. For every meter you go up in the air, the voltage increases by around 100 volts, or we could say around 100 volts per yard. We can draw these voltage increases using what are called equipotential lines. Notice that the ground is negative and the sky is positive with respect to each other. According to Feynman, this extends upward to 50 kilometers, or 31 miles, where the air is very conductive. This is the case in fair weather. In stormy weather, like a thunderstorm, things are quite different, and I won't talk about that here. But if this voltage exists between your head and the ground, why don't you get a shock? The reason is that your body is a good enough electrical conductor that standing on the ground, you're basically a part of the ground. The equipotential lines would look like this. There's still effectively 0 volts between the top of your head and ground.
Similar effects happen with trees, buildings, and so on. What about the electric current? The downward electrical current exists and consists of positive ions, molecules or clumps of matter that have a positive charge. These ions are moving slowly toward the ground. Slowly Current or density very from fast. these ions is very small, around 10 microamps, or 10 picoamps, crossing each square meter or yard every second. So in any small area, there's not a lot of power. And that's the explanation about atmospheric electricity adapted from Feynman's lectures. Alors voilà, c'était la présentation de l'électricité atmosphérique selon Feynman. Et puis, now we're going to talk with another Feynman. Now we're going to talk with another Feynman. And that's the Feynman I'm talking about. Donc, on a eu une belle discussion pour préparer ça avec à propos de l'ionosphère. Fait que si tu veux enchaîner, François. Oui, ben, je vais vous montrer une première image ici. Les couches de la ionosphère. Je vais essayer. Je ne suis pas trop habitué encore. Là. Donc, partager l'écran. Mm-hmm. Je vais ouvrir un fichier pour commencer. Bon. Tu vas en venir à bout. Là, c'est parce que ça m'envoie vers un lien, c'est pour ça. Là. Oh. Ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Oh, OK. Veux-tu m'envoyer le lien puis que moi je le partage ou? C'est de ça que je vais faire. Je t'envoie ici. Ouais, ça ne veut pas le partager pendant tout. Donc, okay. Je t'envoie le lien directement. Ouais. Petit problème technique, désolé, ça commence bien. Non, mais regarde, ça arrive de temps en temps. On n'est pas des pros. OK. Oh, ça marchera, ça fonctionnera même pas. Pourquoi pas? Parce que ça mène sur mon disque dur, mais c'est le format du fichier. Il y a quelque chose de bizarre, là. C'est un earth.web. Ouais, c'est plate, là. C'est une très bonne image. OK. Créative. OK. Bon, et d'autres choses. Là. Mais ça disait, c'est l'image qui disait en gros que que l'ionosphère, elle a comme 4 couches. C'est ça? Oui. Tu me disais que, comme toi, tu l'avais appris, c'était quoi? C'était ABCDE ou quelque chose de même? Ça se trouve être... Ouais, mais c'était F1, F2, F3, F4. Mais là, ça se trouve être... en partant de la Terre, puis en allant vers l'espace, ça se trouve être D, E, puis 2 couches F, c'est F1, F2. OK. Ben, tu m'avais donné les kilométrages. Donc, D est entre 70 et 90 km d'altitude. Le E est à 90 à 160 km d'altitude. Donc, on est pas mal plus haut que leur installation, là, eux autres. Là. Ensuite, F1 va de 160 à 250 km. Et puis, F2 de 250 à 400 km. Qui est quand même 400 km par en haut. Là. Ah, tiens. Je viens de voir. Et voilà. Ah, voilà. Compliqué, là, il a fallu que je rouvre un autre navigateur. Ça ne fonctionnait pas. C'est bizarre. Bon. OK. Je vais essayer de trouver. Tiens, je pense que comme ça, on va voir mieux. Donc, tu veux-tu nous expliquer la photo? Oui, donc,
on voit très bien que du côté droit, c'est les couches de l'ionosphère durant le jour. OK. Donc, l'autre côté à gauche, c'est durant la nuit. Donc là, tu te trouves à avoir deux couches qui disparaissent. Il y a comme un genre de fusion de la région E et la région F. Ça interagit beaucoup avec la propagation des ondes, beaucoup en dessous de 30 MHz. Il y a beaucoup d'interactions avec les ondes. Donc, c'est ça. 30 MHz, c'est les ondes de la radio, pas de la télévision. C'est VHF. 30 MHz, en fait, c'est la fin du HF. La fin du HF, une autre fréquence, puis là, on tombe dans le VHF tout de suite après. OK. Fait que, c'est les ondes courtes, comme la radio CB, les radios ondes courtes, tout ça. Les ondes courtes, en fait, c'est du HF en grosse partie. Puis le HF commence à 3 MHz, de 3 à 30 MHz. Donc, HF, ça veut dire High Frequency. VHF, c'est Very High Frequency. Puis UHF, les ondes de télévision là, du bon vieux temps, c'est quoi? C'est Ultra High Frequency, hein, c'est ça? Mm-hmm. OK, c'est bon. Exactement. Ben, c'est pour nos auditeurs, là. Moi, je le savais déjà. J'ai passé l'examen déjà. Là, j'ai une autre image ici. Juste une petite seconde, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est possible? Parce que quand tu dis que la nuit, il y a la région F, la F1 puis la F2 qui fusionnent en une seule couche. Ça voudrait-tu dire que c'est comme des espèces de couches qui finissent par intermingle, comment dire, de s'entrecroiser? Oui. Oui, ben c'est en fait une genre de fusion de deux couches pendant la nuit. Donc, à chaque jour, il y a une fusion, diffusion, fusion, diffusion. Donc, il y a une différence de potentiel entre les deux couches. Et puis, ça fait une pompe. Ça fait une pompe d'accumulation électrique. Le problème dans tout ça, c'est que les observations, ils ont changé de terme. Des fois, ils disent que c'est une seule couche qui, en fait, c'est E et F fusionnés ensemble. Okay. Puis d'autres fois, ils disent que c'est juste comme la couche E ou la couche F qui est immense. Mais en tout cas, c'est un peu spécial, mais bon. En gros, c'est ça qui se produit. Le jour, la nuit, la variation. En moyenne. En moyenne, okay. C'est ça qui se produit. OK. Ben, tu peux nous présenter ta prochaine image, si tu veux, François. Mm-hmm. Donc, je dirais que celle-là, ça serait approprié. Ouais, un instant. C'est fascinant de vivre sur cette planète, avec des êtres humains merveilleux aussi. Je suis tellement pas habitué à des fichiers, puis il n'y a pas un fichier de pareil. Ah, j'ai une mouche dans ma bière, man. Un classique. Ça sera pas dans l'examen. Non, c'est pas dans l'examen. Mais pendant ce temps-là, je peux peut-être parler oui, vas-y. un rapido, mettons, je voulais parler un peu de la loi de Coulomb. C'est-à-dire que Coulomb, il avait fait une expérience, puis je n'ai pas réussi à la retrouver, par exemple, mais lui, il avait dit que ça... voyons, il y avait... Dans
une feuille carrée de cuivre de 1 mm d'épais par 1 mètre par 1 mètre, qui avait l'équivalent de 1 coulomb qui passait à travers ça. En fait, ces coulomb n'avaient pas existé, on serait incapable. On serait incapable de mesurer l'électricité ou de quantifier l'électricité. Et puis, tout vient de la loi de Coulomb. C'est Charles-Augustin Coulomb, un Français, de la même époque qu'André Ampère, finalement, là, pratiquement. Et puis, ce qui est assez fascinant, c'est que quand on regarde son équation sur les charges électriques entre deux masses, parce que après ça, il a fait son expérience avec deux plaques séparées de 1 cm, je pense. 2 plaques de 1 mm séparées de 1 cm. Et puis, il a mesuré la différence de potentiel entre les deux plaques. Puis, c'est grâce à cette expérience-là qu'on a des condensateurs aujourd'hui. Donc, c'est Coulomb qui a inventé un des premiers condensateurs, si on veut, qui était à plaque, un condensateur diélectrique. Quand on regarde son équation sur l'échange des charges électriques entre deux corps, c'est exactement la même formule que l'équation de Newton sur la gravitation. Je ne sais pas si ça vous met un peu la puce à l'oreille, mais Newton, lui, c'était en 1600 quelque chose, puis Coulomb en 1700 quelque chose. Il est arrivé avec exactement la même équation. Puis c'est grâce à ça qu'on est aujourd'hui capable de mesurer le voltage, l'ampérage, etc. Fait que vous pouvez aller le voir sur la page Wikipédia. Et puis, en fait, est-ce que tu me permets de partager la page? On va regarder l'équation rapido. OK. Oui. Moi, de mon côté, de toute façon, ça ne fonctionne pas. J'ai un dossier d'ouvert, puis j'arrive pas à le partager pendant tout. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait quasiment que je t'envoie les images. OK. Ben, c'est ça. Un coulomb, ça fait partie du système international aujourd'hui. C'est ça, Charles-Augustin Coulomb. Puis les ondes de grandeur, on voit ici le calcul, regarde, c'est F, c'est la force est égale à KC, je ne sais pas exactement c'est quoi, il dit KC, c'est la constante de Coulomb, la constante constante électrique, là. Où on voit, pareil comme dans l'équation de Newton, où la charge de la masse numéro 1 puis la charge de la masse numéro 2 divisé par leur distance au carré, ça donne le calcul de la force électrostatique qui s'applique entre les deux corps. Donc, puis D, c'est la distance qui les sépare. D au carré est calculé en mètres. Donc, vous pouvez tout trouver ça sur Wikipédia. C'est Charles-Augustin Coulomb. Donc, voilà. Ah ben, Coulomb. Ah ben, Coulomb. Hey, je vais t'envoyer une image directement, si t'es bon pour la passer. Oui, je vais essayer. Ah. Si je clique sur ça. On la voit pas super bien, mais je peux la partager. Elle va être un peu petite, par exemple. OK. Elle va être un peu petite. Et voilà. Donc,
Ouais, c'est petit, ouais. C'est petit un peu, ouais. Mais on voit, ben regarde, ici, on voit des tours. On voit une tour de ce côté-ci. On voit un autre tour de réception. Fait que lui est TX, il est en transmission. Puis lui est RX, donc il est en réception. Exactement. Et puis, le signal s'en va se réfléchir sur l'ionosphère qui est en vert ici. Et puis, ben, t'avais-tu d'autres choses à... Ben, c'est ça. Il y a des phénomènes lumineux transitoires, justement, ce qu'on voit en haut complètement avec un genre de halo. Et puis, on voit les nuages avec les éclairs. Donc, on peut à peu près mesurer la distance, la transmission, le rebond des ondes, etc. Ça donne une idée de ce qui se produit dans les couches d'atmosphère, les phénomènes électriques orageux. OK. C'est ça, ça donne une idée. J'en ai un autre aussi à partager. Je te l'envoie tout de suite. Ça va aller mieux de même. Tu me disais tantôt que si, par exemple, ta tour émettrice, là, si elle shootait horizontalement, là, elle irait taper bien plus loin, mettons, dans l'ionosphère. Puis si, par exemple, c'était une tour émettrice directionnelle qui shootait directement au-dessus d'elle-même, ben là, il y aurait un rebond à très courte distance. Donc, ça serait mieux pour la radio locale, tandis que pour la radio internationale, ça prend... il faut que l'orientation soit plus horizontale, n'est-ce pas? Oui, d'habitude, quand tu utilises la propagation des ondes via la ionosphère en rebond, du bouncing, du DX qu'on appelle, OK. ben c'est ça, c'est mieux d'utiliser, mettons, on va dire un beam à plusieurs éléments passant en horizontal. Le vertical, ça va être parfait pour la communication, je dirais, en dedans de 100 km, 150 km. OK. De la propagation, là, ça c'est bon en vertical. Là, autrement dit, tu as ta fourchette, tu as tes radiales, tu as tes 4 éléments. Ça, c'est parfait en local. Et en DX, par contre, il y en a qui vont partir comme ça, d'autres qui vont partir de l'autre sens. Puis, Okay. Avec un retard, normalement, tu es supposé te beamer, comme on dit, directionnel vers la destination, ce que tu veux parler, à l'horizontale. OK. Donc, avec une antenne Yagi ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. OK. OK. Autre chose, juste une question de même, là, je spécule, là, mais j'imagine qu'au travers des âges, des âges géologiques puis de la Terre, on sait qu'il y a eu de l'inversion des pôles qui se fait à peu près à tous les 700 000 ans. On a découvert ça dans les fonds marins. Est-ce que tu as l'impression que l'ionosphère a joué un rôle, mettons, dans l'évolution, je ne sais pas moi, soit l'évolution des espèces ou l'évolution de la vie, en gros, là, en général? Ben, sans électricité, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie possible. Dans les années 50, ils ont fait des expériences. Je ne peux pas dire la date exacte. Je n'ai pas le dossier exact. Il faudrait que je sorte les documents. Ça serait intéressant de passer ça dans un autre examen. Mais ils ont découvert que sans éclair, il n'y a aucune vie possible. Parce qu'il y a des protéines, des acides aminés qui se forment à ce moment-là à cause des décharges électrostatiques. Donc, la ionosphère, les rayons cosmiques, tout ce qui vient de l'espace, du soleil, etc., ça a une interaction directe avec, en fait, contre la vie là, sur Terre. Directement. Oui, OK. Il doit avoir un rôle aussi. L'ozone doit jouer un certain rôle là-dedans, là, parce qu'on sait que les éclairs créent de l'ozone. Oui. Oui, comme il nous disait dans les années 90, en panique, qu'il y avait des trous dans la couche d'ozone, mais en réalité, c'était pas vraiment à cause du fréon, des frigidaires, des push-push en cacane, du WD-40 puis du Sprinet. Là.
C'est parce qu'à un moment donné, ça se déplace, c'est des couches superposées, puis à un moment donné, ça s'aligne vers les pôles, évidemment, parce que c'est là qu'il y a le moins d'éclairs, selon moi. Oui, ben oui, c'est tout à fait logique. Là. Moi, je trouve que c'est une bonne hypothèse. Puis, en fait, je la partage. Puis, c'est ce que je disais aussi à propos de la couche d'ozone, comme quoi les couches se sont rentrées l'une dans l'autre. Puis, voilà. Je vais faire un exemple directement. Je vais fabriquer un éclair. Voilà. Je vais me reculer de la caméra. Wow. Ça sort l'ozone directement. Il y a une odeur d'ozone, il y a de l'ozone qui se crée, puis si je fais ça pendant 5 minutes de temps, il va falloir que j'ouvre la porte, ça va même être dangereux. Il va y avoir trop d'ozone dans la maison. OK. Bon. Ça nous donne une bonne idée. Je voulais te poser, tu m'avais parlé des farfadets, puis des trolls, puis des phénomènes luminescents qui sont à haute altitude. Là. Ah, les phénomènes lumineux transitoires. Phénomènes lumineux transitoires, voilà. Ça, j'ai continué à lire là-dessus aujourd'hui. Ça fait 25 ans que je m'intéresse à ça, mais il n'y a tellement pas beaucoup de données. Puis les scientifiques qui ont commencé à vraiment s'intéresser au sujet à partir de 1994, pour vrai. Il y a eu beaucoup de théories là-dessus, mais les recherches sérieuses, ils ont commencé en 1994. OK. C'est très dur à observer, c'est une fraction de seconde. Là. OK. Là, on a fait un peu le tour du magnétisme. On a fait un peu le tour de l'ionosphère. Je voudrais juste partager une photo de ce qui est la résonance de Schumann, puis en expliquer juste une petite partie pour que nos auditeurs sachent un peu de quoi il va être question. En fait, aujourd'hui, on est rendu pratiquement un programme double parce qu'on est rendu à 42. 42, alors qu'habituellement, je top à 25-30 là, maximum. Donc, mais c'est le fun de t'avoir avec nous, François. Merci. Parce qu'il a ralenti un petit peu la cadence. C'est moi qui essayais de passer les images, puis ça ne fonctionnait pas. Là. Ah ouais, ben, c'est pas grave, je t'en tiens pas rigueur. C'est le bout de plate, vous pouvez l'avancer. Donc, ça, c'est une idée de... C'est des enregistrements. Si vous regardez sur l'axe vertical, ici, c'est écrit en russe, là, mais c'est le nombre de Hertz. Ça part de 0 Hertz en haut, puis ça augmente. Donc, 4 Hertz, 8 Hertz. Notre résonance de Schumann est supposément à 7,83 Hertz habituellement. Donc, vous voyez toute cette bande-là. C'est la bande de la résonance de Schumann habituelle. Donc, ça tourne autour de 8 Hertz. Les mesures sont effectuées en 24 heures. Donc, ici, on a une échelle de 0 heure à 23 heures. Ça recommence à 0 heure. Donc, on voit ici, en plein milieu de la nuit, que ça a été... qu'il y a une augmentation de la fréquence jusqu'à 24 Hertz environ. Donc, c'est comme si la fréquence de Schumann, la résonance de Schumann avait augmenté, avait triplé. Ouais, à peu près. Mais durant les petites heures du matin. Donc, pendant que le soleil est au nadir. Donc, on voit... il faut savoir aussi que, bon, ça, c'est des vieux enregistrements, là, ça dit que c'est 2014, hein, c'est écrit ici en haut. Et puis, ces mesures-là, ils sont enregistrés à Tomsk. Tomsk, c'est en Russie. Donc, il y a 11 heures de décalage horaire entre l'Université de Tomsk et le Québec. Donc, il y a beaucoup de Québécois qui partagent ça, mais qui ne prennent pas le temps d'expliquer l'échelle verticale, l'échelle horizontale, et puis le fait qu'on ait 11 heures de décalage. Donc, ressentir la résonance de Schumann, c'est quelque chose que tous les êtres humains font.
Et puis, pas juste les êtres humains, les animaux aussi, parce qu'on vit dans une cavité résonante qui est l'espace entre l'ionosphère et puis le sol. Donc, on vit dans cette espèce de bande-là. Puis, si on mesure la fréquence de cet espace-là, ben, on tombe à normalement 7,83 Hz. Fait que voilà ce qui conclut notre épisode 9 Ça sera dans l'examen. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez ramassé un peu d'informations. Dans l'épisode 10, je vais probablement parler de terraformation encore, mais au niveau biologique, c'est-à-dire quels sont les êtres et les forces qui sont entrées sur notre planète pour rendre cette belle planète un jardin d'Éden. Fait que je remercie encore mon acolyte François. Je te remercie, toi aussi. Puis le prochain épisode qu'on va faire ensemble, je vais être mieux organisé. Okay. Je vais mieux connaître ma patente. Moi, je ne suis pas habitué avec StreamYard, puis des partages d'écran, puis des affaires de même. C'était bien correct. Alors, merci à tout le monde. Salut.